Jean-Michel Jarre, pas besoin d'introduction pour vous, mais c'est moi qui va dire quelques mots. Je suis quelqu'un qui vient de l'Europe de l'Est et je dois dire que des personnes comme les Beatles, comme Pink Floyd, comme vous, vous avez, vous avez changé notre vie, vous avez d'une certaine façon accéléré la chute du mur. En êtes-vous conscient? J'en ai été conscient après coup, parce que quand on fait les choses, on ne se rend pas compte par définition de l'impact qu'elles peuvent avoir. Mais c'est vrai que dès le début de mon travail, j'ai eu, et de ma carrière, j'ai eu des lettres qui venaient de l'Europe de l'Est, des pays de l'Est, qui subissaient donc la dictature soviétique, qui m'ont beaucoup touché, qui m'ont d'ailleurs beaucoup encouragé. C'est-à-dire que ma musique a été perçue, comme vous le disiez, depuis au départ, et dès le départ, comme symbole d'évasion, de liberté, interdite d'ailleurs souvent dans certains pays de l'autre côté du mur, et notamment en Russie, Union soviétique. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a très vite aussi donné, d'abord touché, et qui a donné aussi un sens supplémentaire à mon travail de créateur et de musicien. Et j'ai dès le départ, dès ce moment-là, aussi développé des relations personnelles particulières avec un certain nombre de pays, avec la Bulgarie bien entendu, qui a été un des premiers pays où les gens m'ont envoyé des lettres d'encouragement, paradoxalement, autant, enfin, même comme dans mon propre pays. Donc c'est quelque chose qui m'a évidemment touché, qui fait partie de mon ADN d'une certaine manière. Et vous continuez à vous déplacer en fait, mais vous allez même plus à l'Est, vous allez en Chine et vous faites aussi des concerts dans les pays en développement. On se souvient bien sûr du concert au Caire avec les pyramides. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui vous attire? Vous voulez mettre en valeur le patrimoine culturel de l'humanité? Alors c'est plusieurs choses. D'abord, la musique que je fais, la musique électronique, quand j'ai commencé, c'était pas du tout une musique qui était aussi populaire qu'aujourd'hui. Et s'est posé très vite la question de savoir comment la, comment la mettre en scène, comment la jouer, comment l'interpréter. Et j'ai toujours été assez impliqué, engagé dans l'écologie et l'importance de l'environnement. Et il me paraissait intéressant de lier la musique aux espaces et aux lieux. Et le fait aussi de pouvoir, le temps d'une nuit, un peu comme les gens du voyage, pour moi, la performance et le spectacle ultime, c'est justement de venir dans un endroit, d'installer son chapiteau et de disparaître le lendemain. Pour moi, ça a toujours été ce côté justement itinérant et poétique du voyage, avec sa part de mystère et sa part aussi de force. C'est-à-dire que je pense que l'éphémère est quelque chose ce n'est pas un paradoxe. L'éphémère est ce qui reste dans votre cœur le plus. La première fois, chacun, on est allé au cinéma, la première fois on est allé au théâtre, la première fois on a vu un match de foot, la première fois on voit un concert, c'est des choses qui vous restent dans votre tête, dans votre cœur pour le restant de vos jours. Donc c'est aussi ce genre de choses que je voulais partager avec le public, d'être en prise directe aussi dans leur environnement, venir aussi vers eux. Et donc c'est ce qui m'a aussi rapproché aussi de l'UNESCO et de l'importance que l'UNESCO a et aura dans le fait d'identifier clairement un certain nombre de lieux dans le monde qui font partie de notre mémoire collective mondiale, de notre identité en tant que terrien, je dirais, au-delà des frontières, qu'il faut pas seulement préserver, mais faire vivre. Et moi, en tant que créateur, ce qui m'a intéressé, c'est aussi non pas de considérer ces endroits comme des pierres mortes ou des sortes d'avoir une approche muséale, des endroits sur lesquels on mettrait une cloche à fromage, parce que tous ces endroits ont été construits à l'époque où ils ont été faits pour que la société civile en profite d'une manière ou d'une autre, d'une manière religieuse, d'une manière civile ou sociétale, enfin peu importe. Et donc du coup, c'est quelque chose qui
que j'avais envie aussi de célébrer. Et puis le fait aussi que c'est la musique qui n'est pas la chanson, est par définition un langage qui est universel. Et donc, je me suis retrouvé, souvent d'ailleurs, la plupart du temps, avec des invitations qui m'étaient faites. Ce n'était pas nécessairement des projets que j'avais en tête, mais des pays ou des gens ou des villes qui m'ont proposé et qui me proposent de faire des concerts dans des endroits un peu particuliers qui évidemment sont toujours des aventures humaines. C'est des aventures artistiques mais sont aussi des aventures humaines. Que ce soit en Chine, que ce soit en Égypte, que ce soit en Afrique, en Amérique, en Russie, dans les pays de l'Est aussi, où j'ai de liens très forts avec la Bulgarie, avec la Pologne, avec la Tchéquie, avec la Hongrie. Ce sont des pays qui, pour moi, comptent énormément. Ça fait 20 ans que vous êtes ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO. C'est un travail qui apparemment vous plaît. C'est un peu votre action humanitaire, vos idées, vos initiatives, par exemple consacrer une partie des revenus des ventes de concerts à des projets comme l'éducation. Parlez-nous de vos projets. Je pense que ce qui m'a tout de suite séduit à l'UNESCO quand le directeur général de l'époque, Federico Mayer, m'a proposé d'être ambassadeur des Nations Unies pour l'UNESCO, c'était le fait que je me suis toujours méfié, je me méfie moi beaucoup d'artistes qui prennent des causes, qui sautent sur des causes, et souvent c'est quelque chose d'ambigu, parce que je ne pense pas que ce soit la politique, ce soit plutôt le rôle des artistes de transformer leur scène où ils présentent leur musique ou leur création en tribune politique. Je pense que ce sont deux métiers, sont deux choses différentes. En revanche, je pense qu'à partir du moment où justement on a un contact vers le public, on a une responsabilité et en même temps il y a un certain nombre de choses qu'on peut partager et faire passer à travers sa création, et en ce qui me concerne à travers la musique. Et ce que j'aime beaucoup dans l'UNESCO, c'est que c'est une organisation, une des seules finalement, qui est non politique et qui est capable de réfléchir aux problèmes qui vont se présenter dans 25-30 ans, c'est-à-dire de réfléchir au moyen terme et au long terme. Dans un monde où on réfléchit et on agit plus qu'à très très court terme. C'est-à-dire que le temps même se divise de plus en plus. Avec Internet, ça s'est même accéléré. C'est-à-dire qu'on a une idée le matin, il y a déjà 3 chats qui sont, une centaine de chats qui sont sur cette idée à 11h, et à l'heure du déjeuner, c'est déjà quelque chose de passé. Donc il y a une vitesse dans l'information et dans la réflexion et finalement qui d'une certaine manière empêche d'agir. Et ce que j'aime, et c'est vrai pour les politiques qui sont pris dans leurs échéances électorales, des patrons de grosses sociétés qui sont pris dans les échéances budgétaires de fin d'année, et qui ont la tête dans le guidon. Et l'UNESCO, justement, a ce pouvoir justement de réfléchir et de réfléchir aux problèmes de l'humanité, ce qui est de manière, je dirais, objective, notamment dans le domaine des sciences, de l'éducation et de la culture, qui est le problème de l'UNESCO, comme nous le savons. Et donc, c'est quelque chose qui moi, m'a plu, et j'ai décidé donc de m'y consacrer, une partie de mon temps, et tout simplement d'accompagner les valeurs de l'UNESCO, les campagnes de l'UNESCO, dans mon quotidien. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'en ai l'occasion de pouvoir, comme c'est le cas maintenant, de pouvoir en parler, de pouvoir promouvoir les idées de l'UNESCO, de faire un peu mieux connaître aussi l'UNESCO qui a quelquefois une image un peu abstraite pour les gens de la rue. Et puis en même temps aussi, j'étais très tôt moins impliqué dans les questions d'environnement. Un de mes premiers albums s'appelait Oxygène, et on n'était pas tant à cette époque
à s'impliquer, à s'intéresser à l'environnement. On voit qu'aujourd'hui, on est arrivé à ce que finalement chacun sur la planète a conscience de l'environnement et du fait qu'il faut quand même mieux faire attention à la planète pour les générations futures que de ne pas le faire, même si tout n'est pas parfait. On y est arrivé. Et je pense que c'est la même chose en ce qui concerne l'éducation. Aujourd'hui, l'éducation est une priorité absolue, comme l'écologie l'a été il y a une trentaine d'années. Je dirais que les trois choses importantes pour le futur, pour paraphraser Irina Bokova, notre directrice générale, c'est l'éducation, l'éducation et l'éducation. Vous semblez bien travailler avec elle, vous côtoyez les grands de ce monde. Est-ce que ce monde qui est représenté sur la couverture de votre disque Oxygène, justement, c'est un disque qui date de presque 30 ans. Donc, est-ce qu'on peut dire que le monde va mieux aujourd'hui? Est-ce qu'il y a toujours une tête de mort sous l'écorce terrestre? Ben, elle est latente. Ce que j'aime beaucoup dans cette peinture de Granger, qui en est l'auteur, c'est justement une image qui n'est pas nécessairement pessimiste. C'est plutôt un point d'interrogation. C'est-à-dire, où allons-nous en fait? Est-ce qu'on va vers le fait que la Terre se referme ou est-ce que ça va se dégrader? Et c'est tout le problème qui est accentué par aujourd'hui un des tabous de nos sociétés, qui est le problème démographique. Et puis le problème démographique qui est lié aussi au problème de l'éducation. C'est par l'éducation qu'on arrivera à mieux comprendre, à mieux comprendre les phénomènes, les catastrophes naturelles, qu'on arrivera à atténuer les extrémismes religieux. Et notamment aussi à progresser dans le domaine, à mieux contrôler la démographie, quelque chose dont on ne parle pas suffisamment, à mon avis. Donc tous ces thèmes sont des thèmes qui sont des thèmes chers à l'UNESCO. La protection des enfants, la protection de l'évolution du statut de la femme dans le monde. Toutes ces causes qui sont extrêmement, je dirais extrêmement prioritaires, plus que prioritaires, elles sont primordiales. Et c'est la raison pour laquelle je suis extrêmement heureux qu'aujourd'hui, la directrice générale à la tête de l'UNESCO, on ait une femme. Et une femme telle qu'Irina Bokova, qui, pour moi, pour des tas de raisons, pour moi, incarne ce que doit être un des grands dirigeants intellectuels de ce monde. C'est-à-dire de faire de la politique au sens grec du terme, c'est-à-dire de penser à l'avenir de la société, à l'avenir de nos enfants, aux générations futures. Et aussi le fait qu'elle soit bulgare, c'est quelque chose qui, pour moi aussi, est intéressant en étant à la tête de l'UNESCO. Pourquoi? Parce que tous les pays de l'Est ont connu pratiquement un siècle de douleur, un siècle de souffrance. Et on sait très bien que ce qui ne tue pas rend plus fort. Et que, au fond, il y a je suis toujours, moi, très frappé par la sagesse des pays de l'Est, au-delà de la Bulgarie, mais de tous les pays de l'Est, qui n'ont pas eu le choix, il fallait réfléchir. Et donc, je pense que l'Europe de l'Est a justement un rôle, je dirais presque médiateur sur le plan intellectuel, à cause justement de ce qui s'est passé au XXe siècle, pour être une sorte de lien presque sur le plan de l'affect entre l'Ouest et l'Est, et aussi entre le Nord et le Sud. Et je pense que, en plus, le fait qu'une femme c'est la seule femme qui existe à la tête d'une des organisations des Nations Unies, est quelque chose d'essentiel. Et je pense que Irina Bokova est totalement en phase avec la manière dont il va falloir traiter le problème de l'éducation, le problème de l'égalité des femmes, du traitement des femmes, bien entendu, des enfants, le problème de l'écologie, le problème de l'eau, et aussi le problème et le rôle de la culture aussi. C'est
quelque chose qui est extrêmement important, puisque, et d'ailleurs, ça nous amène peut-être à une question dont on parlait au début de notre conversation, qui est le rôle de la communauté européenne par rapport à la culture. Je pense qu'aujourd'hui, la culture est plus que jamais, une des clés pour le développement durable. Et au-delà de la culture, aussi la notion de propriété intellectuelle, c'est-à-dire cette fameuse notion qui est extrêmement discutée aujourd'hui en Europe. Ça a été l'attitude de M. Barroso vis-à-vis de l'exception culturelle et vis-à-vis de toutes ces thématiques, où on voit que c'est très bousculé par toute l'évolution d'Internet, etc. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que la propriété intellectuelle, c'est un des fondements de la démocratie. Et que le droit aux artistes et aux créateurs de pouvoir vivre de leur travail est quelque chose qui concerne chacun. Dans chaque famille, il y a des enfants, des frères, des sœurs qui veulent être cinéastes, musiciens, photographes, artisans, créer des designers, architectes, etc. Leur création, c'est l'identité des nations de demain, comme ça l'a été depuis que la Terre tourne, depuis que les humains sont sur cette planète. Et donc ce n'est pas quelque chose qui est simplement lié à un problème de copyright, ce n'est pas lié à un problème financier de qui va gagner de l'argent. C'est beaucoup plus large que ça. C'est aussi la survie de certains pays en voie de développement, c'est-à-dire des gens dont on pille le patrimoine aujourd'hui, dans le monde de la pub, de la mode, pille le patrimoine, d'ailleurs déjà souvent sans le savoir, sans rétribuer des communautés qui en ont besoin. C'est tout ça. Et je pense que l'Europe a un rôle clé à jouer, parce que l'Europe a été, et est toujours, en avance sur ces questions-là. La manière d'approcher la culture, de respecter la culture et de faire que la culture soit un des piliers de nos sociétés, c'est l'Europe qui a toujours été le fer de lance de cette réflexion. Et il faut que ça continue, bien entendu, avec les Chinois, avec l'Asie, qui évolue beaucoup dans cette matière, avec les États-Unis, et aussi d'avoir cette réflexion entre le Nord et le Sud. Et l'UNESCO, évidemment, est au centre de ces réflexions. Et je pense qu'une femme aujourd'hui, quand on parle tellement de parité, il serait temps aussi de l'appliquer dans les Nations Unies. Il serait temps aussi qu'on ait une parité aussi à la tête des différentes organisations. C'est pour ça que la présence d'Irina Bokova est tellement essentielle à la tête de l'UNESCO aujourd'hui. On a mentionné l'Union européenne et il faut dire qu'au sommet européen, tout le monde est vêtu de noir parce que ce sont des messieurs et il n'y a que Mme Merkel et Mme Grybauskaitė de Lituanie qui font une petite tache de couleur. Donc 2 parmi 28. Bon, il y a aussi la première ministre du Danemark, mais c'est pas beaucoup. Une deuxième chose, l'Union européenne n'est-elle pas trop cloisonnée dans son approche des thèmes du développement, dans le sens que voilà, il y a un commissaire pour le développement, mais ce commissaire n'est pas responsable pour la culture. Alors souvent on entend dire non, le développement c'est l'aide humanitaire, c'est surtout l'aide alimentaire, c'est la santé. Mais bon, la culture, elle reste au second plan. Alors, si vous voulez, l'Europe, moi je suis profondément européen, mais l'Europe, ce n'est malheureusement pas Bruxelles. Je dirais par là que Bruxelles subit en fait les cauchemars de fonctionnaires ou les cauchemars des services publics de chacun des pays qui s'ajoutent comme un millefeuille en Belgique. On a chacun, on souffre chacun de trop de complexité administrative. Et Bruxelles, c'est les complexités administratives de chaque pays ajoutées les unes aux autres. Donc c'est totalement kafkaïen.
avec des gens de bonne volonté qui ne se comprennent pas entre eux, qui finalement se paralysent les uns les autres, et qui fait que les décisions européennes sont un embrouillamini de, de valses hésitations et souvent de prise de pied dans le tapis. Malgré ça, l'Europe avance, mais elle n'avance pas du tout à la vitesse à laquelle elle devrait avancer. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les nations sont un peu paralysées par la communauté européenne, et que tout le monde est bourré de bonnes intentions. Mais finalement, on a enfanté un monstre avec le système administratif de Bruxelles. C'est-à-dire qu'on a voulu réguler ce qui doit rester spécifique, par définition. Donc ça fait monter les extrêmes dans les pays européens de manière caricaturale, parce qu'il est évident que ce n'est pas ça la solution. Évidemment que la culture est au centre de tout ça. La culture, par définition, c'est la spécificité de chacun. C'est la vôtre, c'est la mienne, c'est celle de nos enfants, c'est celle de nos parents, et qu'on ne peut pas appliquer les mêmes principes et approcher la culture comme on approche l'agriculture, l'industrie ou n'importe quel autre secteur de notre économique, de nos sociétés, économiques ou politiques. Et de ce point de vue, et du coup, la culture passe un peu au second plan parce que c'est pas finalement dans l'ADN des politiques de mettre la culture au premier plan. Ça n'a jamais été. Ça l'a souvent été dans les sociétés qui sont des sociétés en expansion, où la culture est très présente. C'est donc mauvais signe, d'une certaine manière, pour nous. Plus on va mettre la culture au deuxième plan, plus on va régresser. Et je dois dire que je rends hommage à mon pays, à la France, qui de toute façon, de manière quelquefois maladroite, ou quelquefois, ce qui n'est pas le cas en ce moment, mais dans notre histoire, la mise en avant, mais toujours de manière flamboyante et de manière visible. Et Dieu sait qu'il y a des tas de choses qui pourraient fonctionner beaucoup mieux en France, mais notre politique et notre position vis-à-vis de la culture, c'est-à-dire de faire la culture une exception, non pas une exception culturelle française, mais faire que dans la société, la culture soit exceptionnelle, et soit considérée de manière exceptionnelle. Et il faut une bonne fois pour toutes qu'on comprenne que la culture, c'est un des fondements de la démocratie, un des piliers de la liberté, un des piliers de l'identité de chacun. Et qu'en défendant notre culture, on défend la culture des autres. Et c'est donc pas quand le gouvernement français et la France dit attention, l'exception culturelle existe, ça ne veut pas dire l'exception culturelle française doit être considérée à part. C'est l'exception, c'est la culture qui ne doit pas être considérée comme le fait de vendre des livres, de distribuer des livres, distribuer des cinémas, des films, de la musique. C'est pas comme distribuer des yaourts ou des endives. C'est pas pareil. Même si le problème des endives et des yaourts par ailleurs pose problème à Bruxelles. C'est intéressant, c'est vous qui le dites, votre musique n'a pas besoin d'exception culturelle, elle est tout à fait convertible, elle n'a pas besoin d'être protégée d'une manière spéciale. La musique en général. Mais la musique aujourd'hui, la création, n'oublions pas que la création aujourd'hui, c'est un petit peu comme la forêt amazonienne. Si on ne fait pas attention, on va être entouré d'un gros bruit blanc. Vous savez, le bruit vidéo, là, comme ça. On va être entouré de ça et de bruit blanc qui sera notre environnement sonore. Il faut quand même pas oublier qu'aujourd'hui, les jeunes qui démarrent et qui rêvent d'être encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, musiciens, photographes, cinéastes, architectes, etc., sont obligés d'avoir un job à côté parce qu'ils ne peuvent pas vivre de leur création. Même si c'était compliqué quand j'ai commencé, c'était pas du tout on n'était pas du tout dans la même situation. Donc il est urgent que la communauté européenne, les Européens, de manière générale, disent bien haut et fort et protègent bien la culture. Mais quand on parle de protection, vous savez, aujourd'hui, comme hier, qu'est-ce qui fait avancer, qu'est-ce qui secoue les sociétés, qu'est-ce qui secoue l'arbre des démocraties et l'arbre des systèmes? Ce sont les intellectuels et les artistes.
Ce ne sont pas des fabricants de téléphones. Aujourd'hui, le symbole de la modernité, c'est des fabricants de câbles et des fabricants de téléphones. Il ne faut pas oublier que dans un smartphone, la partie smart, c'est nous. C'est les gens de la culture. Sinon, c'est un téléphone, ça s'appelle un phone. Pourtant, Steve Jobs a joué un peu le jeu aussi des showmen. Bien sûr, bah, il y a eu un côté très faustien dans tout le rapport qu'on a eu à la technologie depuis quelques années. Mais moi, je suis assez optimiste pour la suite parce que tout ça doit se régler. Et il faudrait que les politiques à Bruxelles soient un peu plus cultivés, au sens de l'amateur de la culture. Je sais très bien qu'individuellement, si on parle, si des gens entendent ce que je suis en train de dire à Bruxelles, ils vont hurler en se disant, mais bien entendu, on aime la littérature, on va à l'opéra, etc., etc. Oui, d'accord, ben justement, on est tous concernés. Ils vont l'entendre. Mais où va la musique? C'est intéressant aussi parce qu'elle a beaucoup évolué. D'ailleurs, je ne suis pas sûr si le vinyle n'a pas une meilleure qualité que par exemple le MP3 ou le CD. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que vous avez inventé des instruments de musique, je suis sûr que vous avez aussi un petit peu inventé comment sera la musique du futur. Je pense qu'effectivement, il y a un paradoxe qui est né au moment de l'avènement du CD, qui est que le vinyle avait des défauts, mais était d'une très bonne qualité. On nous a présenté le CD comme le Graal du son et le produit de reproduction sonore qui serait idéal, et on s'est aperçu que ce n'était pas le cas, que c'était plutôt le 78 tours du numérique, et que c'était bien moins bon que le vinyle. Et ensuite est arrivé le MP3 qui est encore pire que le CD. Donc il y a eu une régression dans la manière d'écouter la musique pour chacun, qui a finalement modifié l'oreille, en bien ou en mal, peu importe, mais ça l'a modifié. Et en même temps, technologiquement, les studios d'enregistrement, comme d'ailleurs pour le cinéma c'est la même chose, ont cessé d'évoluer. Donc il y a un décalage de plus en plus important entre la qualité qu'un musicien peut avoir dans un studio et la manière dont sa musique va être écoutée. Donc tout ça aussi, ça va se rééquilibrer. Je pense que la musique du futur va passer nécessairement par une très grande évolution, sinon un bouleversement de la manière de l'écouter. Aujourd'hui, on est, à mon avis, au numérique, on est à l'époque du numérique, comme à l'époque de l'analogique au début du siècle dernier, au début de ce siècle, on écoutait de la musique à travers un gramophone. Eh bien aujourd'hui, on est, avec le MP3, dans une situation de gramophone numérique. C'est à peu près la même situation, donc le 21e siècle, je le souhaite et j'en suis assez convaincu, va évidemment permettre d'explorer des manières beaucoup plus subtiles et beaucoup plus je dirais, pertinentes pour apprécier la musique, le son, l'image en général. La musique chez soi, par exemple. Bien sûr. Et des instruments qui seront aussi extraordinaires que lorsque les lasers, oui. Bien sûr, je pense que la lutherie va forcément considérablement évoluer. On le voit déjà avec ce qui se passe avec les tablettes numériques, où on peut faire de la musique maintenant dans le Thalys. Quand on va à Bruxelles, de Paris à Bruxelles, il y a toute cette nouvelle lutherie qui va être liée au numérique, qui est quelque chose qui va évidemment considérablement aussi faciliter l'accès de la création pour chacun. Je pense qu'évidemment la démocratisation qui permet la technologie dans tous les domaines, la démocratisation des outils va permettre aussi la démocratisation de l'expression, de la création. Qu'est-ce qui vous donne envie? Faire de la musique dans l'espace? Je ne sais pas si c'est possible en apesanteur, peut-être y avez-vous réfléchi, ou bien dans des endroits encore plus extraordinaires que vous l'avez fait, je ne sais pas, à Machu Picchu, peut-être à Iguazu, je ne sais pas. Alors, c'est amusant et c'est une bonne conclusion de notre entretien, de notre conversation, c'est que il y a quelques années, Arthur Clarke, l'auteur des Dominos Odyssée de l'espace, avec qui j'étais très ami,
Il m'a dit, mais toi, il faut que tu fasses, tu vas faire un concert sur la Lune un jour. Et je lui ai dit, mais Arthur, c'est pas sérieux, sur la Lune, il n'y a pas franchement dans l'espace, il n'y a pas d'atmosphère, le son ne peut pas se diffuser. Il dit, oui, non, non, mais tu trouveras un moyen, je sais que ça arrivera un jour. Donc j'en sais rien, mais enfin, en tout cas, déjà, il y a tellement d'endroits et de lieux sur Terre, d'ailleurs, liés à l'UNESCO entre autres, que il y a beaucoup déjà de choses à créer et à faire et à réussir sur cette planète avant de s'aventurer sur d'autres. Mais on ne sait jamais. Merci beaucoup. Merci à vous.